Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Inverser coûte que coûte la courbe du chômage d'ici fin 2013. François Hollande veut encore y croire et demande au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de sa politique économique. Mais au lendemain de la publication de chiffres en nette hausse et sur fond de croissance zéro, l'engagement présidentiel est rayé à droite et peine à convaincre l'ensemble de la majorité. Notre invité Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. La confusion règne en Italie, courtisée par la droite et la gauche. Beppe Grillo refuse d'accorder sa confiance à l'un ou l'autre des partis politiques. Le troublion rejette un système politique qu'il n'a eu de cesse de dénoncer. Mais il précipite ainsi l'Italie dans l'inconnu. Fragilisé, le pays menace-t-il ses voisins du Sud? La Commission européenne se dit confiante ce soir, mais l'inquiétude gagne Lisbonne et Madrid. On en parle avec notre club d'éditorialistes ce soir. Il a été acclamé par une vaste foule venue lui rendre hommage pour sa dernière apparition sur la place Saint-Pierre. À la veille de son départ, le pape a délivré un message de confiance aux catholiques du monde entier. Les 150 000 fidèles et touristes présents brandissaient en retour des banderoles disant « Merci » dans toutes les langues. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on va débuter ce journal par le récit d'une vie exceptionnelle, celle de Stéphane Hessel qui s'est éteint hier à 95 ans, résistant, diplomate ayant participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, militant auprès des sans-papiers, des Palestiniens, il a mené de très nombreux combats. Tous les responsables politiques, même ceux qui n'ont pas partagé toutes ces causes, ont rendu hommage à celui qui a inspiré les mouvements de protestation de ces dernières années dans le monde entier. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Les motifs d'indignation sont multiples. Immigré, sans papier, l'homme sera de toutes les causes et de toutes les indignations. Ce sera le credo de toute sa vie, une vie qui fut loin d'être un fleuve tranquille. Stéphane Hessel, d'origine allemande, est naturalisé français en 1937. Il entre dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en rejoignant les forces françaises libres en 1941. Arrêté par la Gestapo en 1944, il est déporté à Buchenwald, puis à Dora. Un passé lourd qui n'a jamais empêché l'homme de s'ancrer dans le présent. À ma génération, l'histoire a posé un problème simple. Il y avait la guerre, il y avait l'occupation. Il fallait essayer de surmonter cela et d'arriver à la libération de la France. Pour la génération d'aujourd'hui, les problèmes sont plus compliqués. D'abord, elle est plus investie dans ce qui se passe dans le monde entier. Indignez-vous, martelait-il sur tous les plateaux du haut de ses 93 ans. L'homme, un sage, veut faire passer un message aux jeunes générations, celui de conserver et d'entretenir son esprit de résistance. Lui résiste à travers son engagement politique. C'est un homme de gauche et un Européen convaincu. Alors quand il s'agit d'interpeller les politiques, il n'hésite pas, encore en octobre dernier. Pour dire à M. Barroso, non pas qu'il doit se féliciter d'avoir le prix Nobel, mais pour lui dire, puisqu'on t'a donné le prix Nobel à toi et à l'Union européenne, travaille maintenant pour le mériter. Diplomate, philosophe et écrivain, Stéphane Hessel est décédé à 95 ans. À nous de jouer, son prochain livre d'entretien sort la semaine prochaine. Pour Stéphane Hessel, le combat est terminé, mais l'indigné passe le témoin aux prochaines générations. Il y a eu le dernier tweet de Benoît XVI pour, je cite, redécouvrir la joie d'être chrétien et surtout, bien sûr, il y a eu l'ultime audience publique de ce pape place Saint-Pierre aujourd'hui sous un beau soleil. Face à une centaine de milliers de fidèles et de curieux, Benoît XVI a délivré un message de confiance. Il a été acclamé par la foule avant que Joseph Ratzinger ne tire sa révérence. Demain, on voit tout cela avec Cécile Sixou. Derniers adieux et ultime baroud d'honneur du pape, place Saint-Pierre. Dans sa papamobile, Benoît XVI s'est engouffré dans une foule de plus de 100 000 personnes. Des banderoles de remerciements, des drapeaux, les fidèles sont venus du monde entier écouter une dernière fois le souverain pontife ému. Merci d'être venus si nombreux pour cette dernière audience générale de mon pontificat. Sous un soleil printanier, l'homme frêle de 86 ans a rassuré l'Assemblée des croyants sur les raisons de son départ.
Ces derniers mois, j'ai senti mes forces diminuer. J'ai alors demandé à Dieu dans mes prières qu'il m'éclaire de sa lumière pour m'aider à prendre la bonne décision. Pas de flou sur son avenir. Demain, il quittera le Vatican, direction Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, avant de se retirer dans un monastère. Je ne reviens pas à la vie privée pour avoir une vie faite de voyages, de rencontres, de réceptions, de conférences. Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une façon nouvelle près du Seigneur crucifié. De là, il pourra connaître le nom de son successeur. Il a donné son autorisation pour avancer le conclave. Dès la mi-mars, une fumée blanche devrait s'échapper de la chapelle Sixtine. Et dans l'actualité politique aujourd'hui, l'installation par Jean-Marc Ayrault de la commission des retraites pour préparer la future réforme. Les 10 membres de cette commission devront formuler des idées pour sortir le régime actuel du déséquilibre financier. Et une voix de la gauche du PS, le député Henri Emmanuelli, a surpris. Il s'est fait remarquer en évoquant la possibilité d'allonger la durée de cotisation. Les faits avec Alexandra Colino. Le gouvernement avait inscrit la réforme des retraites à l'agenda de 2014, mais déficit des comptes publics oblige, c'est dès cette année que Jean-Marc Ayrault s'occupera de la bête noire des gouvernements. La commission mise en place ce matin doit lui permettre d'aborder la concertation avec les partenaires sociaux, avec plusieurs pistes sous le bras. Il nous faut d'abord consolider l'équilibre financier de nos régimes de retraite dans les prochaines années, puisque la réforme votée sous le précédent gouvernement n'a pas permis d'assainir ou de consolider ces régimes de retraite. L'enjeu est déjà chiffré, il faudra trouver 22 milliards d'euros d'ici à 2020. L'âge de la retraite risque donc de se poser à nouveau. Même l'aile gauche du PS ne s'oppose plus à un allongement de la durée des cotisations. Il y a un effort à faire sur les cotisations. Je pense aussi que la biologie fait qu'il faut quand même se poser la question de la durée de cotisation. Parce que je vois autour de moi des gens qui aujourd'hui auront passé plus de temps à la retraite que dans la vie active. C'est évident que dans l'avenir, c'est une situation qui ne va pas perdurer. Déjà pendant la campagne des primaires, François Hollande avait ouvert la voie. Quand l'espérance de vie s'allonge, eh bien, il faudra allonger aussi la durée de cotisation. La commission sur la réforme des retraites remettra son rapport en juin. Pour l'instant, aucune date pour la présentation du projet de loi n'a encore été avancée. Et l'invité politique du 22h, c'est le secrétaire national du Parti communiste et sénateur Pierre-Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors le gouvernement, vous l'avez vu, lance le chantier des retraites à travers l'installation d'une commission. On vient d'entendre Henri Emmanuelli, plutôt à gauche, dans le PS, qui est favorable à l'allongement de la durée de cotisation. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne crois pas que ce soit la solution. Je rappelle qu'elle est déjà de 42 ans. On commence à travailler entre 20 et 25 ans aujourd'hui en moyenne, quand on a la chance de pouvoir travailler. Donc ça nous mène déjà très tard pour avoir une retraite complète. Il y a une piste qui semble ne pas être évoquée dans ce que je commence à entendre, et si on l'oublie, on va repartir avec les mêmes fausses solutions que celles de Sarkozy. C'est que le gros problème, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui travaillent, qui ont un emploi pour cotiser? C'est parce qu'il y a trop de chômage, il y a trop de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi ou des emplois trop précaires, de femmes qui sont... Il faut qu'il y ait plus de travailleurs. Oui, il faut qu'il y ait plus de gens qui aient un emploi. Donc la grande question, si on veut résoudre les problèmes de retraite, du financement des retraites, c'est d'augmenter le taux d'activité d'une partie importante de la population. Il manquera quand même 20 milliards pour financer les retraites, nos retraites en 2020. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Mais il manque 20 milliards parce que, si dans ces hypothèses que je ne connais pas, je n'ai pas regardé dans le détail, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'actifs, pas par rapport au nombre de retraités, mais parmi ceux qui pourraient avoir un travail. C'est qu'entre 50 et 60 ans, il y a énormément de gens qui ne peuvent plus travailler parce qu'on les licencie des entreprises. Il y a trop de jeunes qui n'arrivent pas à accéder à un emploi, trop de femmes qui voudraient travailler à temps plein et qui sont condamnées à des temps partiels qu'on leur impose, notamment dans la grande distribution, par exemple. Donc si on fait travailler tous ces gens-là, si on leur offre des vrais emplois à temps plein avec des vraies cotisations... Mais qui ne le veut pas, Pierre-Laurent, aujourd'hui? Qui ne veut pas lutter contre le chômage? Mais si on avait une baguette magique, on leur donnerait du travail. Le problème, c'est qu'on le fait mal.
qu'on ne le fait pas suffisamment, et c'est sur ça qu'il faut concentrer nos efforts, mais pas continuer à dégrader le niveau de pension des futurs retraités ou leur demander d'avoir leur retraite beaucoup plus tard, alors qu'on continue à les licencier entre 50 ans. Vous dites non à l'allongement de la durée de cotisation, vous dites non à la désindexation des pensions, vous dites non à la future réforme du gouvernement déjà. Ce sont les pistes qui ont été utilisées par Sarkozy. Ce sont exactement ces pistes-là qui ont été utilisées par Sarkozy, et ça n'a pas solutionné le problème des retraites, puisqu'on se repose cette question à nouveau. Si je vous entends, même piste, même conséquence, vous descendrez donc dans la rue comme vous l'avez fait contre Nicolas Sarkozy, contre François Hollande. Si on remet sur la table empire les orientations précédentes, je ne vois pas pourquoi, alors que nous les refusions, et que d'ailleurs les socialistes les refusaient avec nous, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on les accepterait. C'est de la schizophrénie ou du pragmatisme de la part de ces socialistes? Non, c'est que quand on est aux responsabilités, il faut avoir... Non, il ne faut pas changer justement. Il ne faut pas renoncer à ses ambitions de changement. Et là, il faut avoir le courage de s'attaquer à un certain nombre de problèmes qui sont compliqués. Mais donc, il ne faut pas renoncer à les travailler. Donc sur le chômage, au fond, j'y reviens, c'est sur cette question-là qu'il faut concentrer le débat. Comment est-ce qu'on va gagner la bataille de l'emploi? Est-ce qu'on mobilise bien ou pas les ressources financières, bancaires pour soutenir une vraie politique d'embauche et de sécurisation de l'emploi? Est-ce qu'on sécurise le parcours des salariés? Non, pour le moment, on ne le fait pas. Il réaffirme son engagement d'inverser la courbe du chômage fin 2013. Il veut y croire, François Hollande. Il y a du volontarisme politique. Mais évidemment, réaffirmer l'objectif, c'est important, parce que ça veut dire qu'on ne renonce pas à cet objectif. Mais il faut s'en donner les moyens. Or, pour le moment, on voit bien au bout de 9 mois que la tendance n'est pas au redressement de la situation. Au contraire, elle est à son aggravation. Donc, il faut aller au-delà des mesures prises par le gouvernement. Il faut changer de cap. Il faut se donner des nouveaux moyens. Par exemple, il faut mobiliser de manière beaucoup plus importante que ce qu'on l'a fait tout le secteur bancaire et financier pour financer une politique industrielle de relance, une politique de transition énergétique avec des créations d'emplois. La BPI, ça ne suffit pas, la Banque publique d'investissement. Vous parlez de la Banque publique d'investissement, justement. Est-ce qu'elle doit aider Goodyear et d'autres cas comme cela? En tous les cas, Ségolène Royal l'a déjà exclu. Que lui répondez-vous? Mais parce que le gouvernement a donné une mission très limitée à la Banque publique d'investissement. D'abord, elle l'a faiblement dotée. Nous avons voté pour la création de la BPI. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que c'est un petit plus. Mais c'est un petit plus là où il faudrait sortir les grands moyens. Donc nous proposons un secteur public bancaire et financier beaucoup plus large qui mobiliserait la Caisse des dépôts, la Banque postale, des banques mutualistes et coopératives, des banques à nationaliser pour mettre beaucoup plus de moyens sur la table. À travers cette future réforme des retraites et d'autres mesures, on dirait que le gouvernement fait tout pour trouver des économies et donner des gages de bonne volonté sur différents sujets. À Bruxelles, le gendarme veille, il faut le rassurer? Mais écoutez, tous ceux qui essayent de rassurer Bruxelles finissent mal. En Grèce, regardez la situation, et en Italie, regardez ce qui vient de se passer. Mario Monti, qui a été l'homme, qui n'avait jamais été élu d'ailleurs, qui a été nommé par Bruxelles, par les dirigeants européens pour diriger l'Italie sans être élu, eh bien, il vient de se faire sanctionner et ça débouche sur un vrai chaos politique. Les Italiens ont sanctionné son courage politique parce qu'il a entrepris les réformes structurelles. Mais écoutez, quand je regarde l'état de l'Italie, le chaos politique dans lequel on est aujourd'hui, si le courage c'est de déboucher sur une situation comme ça, alors moi j'y comprends plus rien, parce qu'on est en train en Italie de détruire la démocratie. C'est ça qu'on est en train. On est en train de créer un pays ingouvernable. Donc on voit bien que c'est une impasse. Et il se passe la même chose en Espagne, où la crise politique est grandissante. Donc il faut sortir des recettes européennes. Les Italiens ont dit non à l'austérité, mais il y a une montée des populismes qui peut inquiéter. Est-ce que ce n'est pas dangereux de répéter en boucle « tous pourris », tous corrompus? Est-ce qu'on ne souffle pas sur les braises d'un mal profond, d'un embrasement social? Mais moi, je ne suis surtout pas celui qui crie tous pourris, tous corrompus. Mais vous connaissez le second tous pourris. Il y a effectivement, oui, mais il y a des populistes comme Beppe Grillo en Italie, ou Berlusconi d'ailleurs, qui a mené sa campagne sur des thèmes en partie voisins de ceux de Beppe Grillo, cette fois-ci, contre Monti, eh bien, qui eux soufflent sur ces braises-là, comme le fait
parfois et souvent le Front National en France. Eh bien, eux soufflent sur ces braises-là en cultivant l'impuissance et en cultivant le discrédit de la politique. Moi, je veux restaurer une politique qui soit utile et efficace. C'est important, donc BP Grillo, qui a un discours anti-système, qui est un formidable tribun, qui a bousculé la bien-pensance et les pronostics, il n'a aucune ressemblance avec un certain Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il dit tous pourris. Mais écoutez, ça n'a rien à voir. Je suis allé en Italie vendredi pour soutenir mes camarades communistes qui n'ont malheureusement pas fait un bon résultat d'ailleurs, qui ont été un peu balayés dans ce tsunami politique. Mais j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai lu la presse, j'ai discuté avec eux. Le discours de BP Grillo qui mélange tout, l'anti-immigration, la sortie de l'euro, des slogans totalement démagogiques et qui a en fait surfer sur le rejet de la politique, tout simplement. Les sondages en Italie le montrent. Il y a 15% des Italiens qui disent aujourd'hui qu'ils ont confiance dans la politique. On ne peut pas faire grandir des solutions démocratiques et des solutions de progrès quand on a discrédité à ce point. Mais c'est sûr que quand on a eu Berlusconi au pouvoir pendant tout un temps avec le soutien des dirigeants européens qui ensuite s'en débarrassaient, puis Mario Monti, ça fait beaucoup pour derrière construire des solutions de progrès. Et pourtant il revient, Berlusconi, c'est ce qui a été décidé dans les urnes. Le Sénat, retour en France, a adopté le Sénat tout à l'heure une proposition de loi communiste, votre proposition de loi d'amnistie sociale, autrement dit, pour expliquer aux téléspectateurs, d'amnistie des délits et sanctions commis lors de mouvements syndicaux. Alors c'est un texte qui a été amendé par les socialistes, il a été voté à 2 voix de majorité, alors qu'à l'extérieur du Sénat, on va le voir cet après-midi, votre parti et vous avez mobilisé avec le renfort également de Jean-Luc Mélenchon. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Mettre la pression à quelques minutes de la séance au Sénat. Parmi les manifestants, quelques militants potentiellement concernés par cette future loi d'amnistie. J'ai été condamné 2 fois par l'État parce que j'ai arrêté des trains pour maintenir des lignes ferroviaires et des gares en zone rurale. On doit être amnistié parce qu'on s'est battu pour la République, pour la défense du service public. Et il est inadmissible qu'on soit condamné. Porteurs du projet de loi, les sénateurs communistes sont venus apporter leur soutien avant de rejoindre l'hémicycle. Ce sont des personnes qui s'engagent pour défendre une cause. Donc c'est une revendication collective et au milieu d'une masse de gens qui contestent, 1 ou 2 vont être condamnés. L'attraction de ce rassemblement, c'est l'ancien candidat du Front de gauche à la présidentielle. Après avoir dit que ceux qui ne voteront pas le texte ne sont pas de gauche, Jean-Luc Mélenchon est venu s'assurer que les réticences de certains socialistes ne bloqueront pas le texte. C'est des résistances qui viennent de haut. C'est Jean-Marc Ayrault, Valls, Hollande qui ont freiné des cas de fer pour que... Pourquoi, selon vous ? Parce que leur ligne, c'est le maintien de l'ordre social et les cajoleries au CAC 40. Ça va me démanger de ne pas pouvoir être dans l'hémicycle. Lui qui a siégé dans l'hémicycle du Sénat pendant 20 ans a dû sagement suivre les débats depuis la tribune des visiteurs, très vite rassuré par Christiane Taubira, qui a assuré la neutralité du gouvernement sur ce texte. Le gouvernement va donc écouter avec la plus grande attention et sera très probablement amené à s'en remettre à la sagesse de votre Assemblée. Et je crois que nous faisons œuvre utile et surtout que nous faisons là œuvre de justice. Je vous remercie. Applaudi par les bancs communistes, la ministre s'est abstenue de trop modifier le texte. Les sénateurs socialistes en sont néanmoins chargés en limitant l'amnistie à une petite partie des délits reprochés. Pas sûr que le texte final contente totalement les porteurs du projet. Alors Pierre-Laurent, votre proposition passe, mais elle est amendée, excluant les faits commis au cours de mouvements liés à l'éducation, à la santé, à l'environnement, aux droits des migrants. Oui, mais écoutez, il y a un pas essentiel qui a été franchi aujourd'hui, parce qu'on a fait voter cette loi d'amnistie, qui aurait dû être d'ailleurs présentée par le gouvernement lui-même dès juillet, et ça n'a pas été le cas. Nous avons utilisé cette niche parlementaire, il a fallu convaincre, nous y sommes parvenus. Et la plupart des syndicalistes concernés vont être amnistiés grâce à cette loi. Nous regrettons qu'il y ait eu des restrictions liées à des amendements, notamment pour des militants associatifs. Le texte va aller à l'Assemblée, donc nous allons continuer de convaincre si c'est possible. Mais aujourd'hui, il y a un pas essentiel qui a été franchi. Cette loi maintenant a été votée.
Elle a été votée, effectivement, comme ça a été souligné dans votre reportage. Christiane Taubira a eu un comportement extrêmement constructif, donc ça n'est pas rien à l'égard des Sceaux. Non, il y a eu aussi les sénateurs socialistes ont participé à ce débat. Beaucoup étaient favorables à la loi. Il a fallu en convaincre quelques-uns, c'est vrai, mais à l'arrivée, on s'est rassemblé sur quelque chose d'essentiel. Heureusement que nous avons, nous, utilisé cette niche. Enfin, la gauche sénatoriale est rassemblée dans ce sens-là. Vous leur avez fait tellement de fois faux bons que ça fait plaisir, peut-être. Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir d'être capable de rassembler la gauche sur un projet attendu par les salariés et qui est enfin un signe positif envoyé au monde du travail et au monde des syndicalistes. Alors, pour finir, Pierre-Laurent, depuis des mois, quand on vous entend, quand on vous suit, vous ne cessez de dire qu'il y a une autre politique à mener, plus efficace selon vous, plus à gauche, et vous dénoncez la social-démocratie du couple exécutif. Dans ces conditions, on imagine que vous ne pouvez pas, au plan local, municipal, vous associer à ces mêmes socialistes que vous dénoncez si vivement au plan national. Non, mais la preuve à moins d'être schizophrène. Non, mais vous l'êtes pas. Je ne suis pas schizophrène, je vous rassure. Mais la preuve, c'est que ce qui vient de se passer aujourd'hui au Sénat montre que sur les questions locales, pour faire avancer des projets municipaux qui vont faire la promotion du logement social, des politiques publiques, le retour dans des régies publiques de l'eau, eh bien tout ça, ce sont des objectifs sur lesquels nous pouvons rassembler localement. Et donc moi j'espère, et nous allons y travailler, que nous serons capables de le faire dans un maximum de municipalités, parce que je n'ai pas du tout envie de voir revenir ni la droite ni l'extrême droite à la direction des communes en France. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir été notre invité. Merci à vous. Restez avec nous dans le 22h dans un instant. Avec nos éditorialistes, nous allons évoquer la situation toujours bloquée en Italie ce soir. La Commission européenne se dit quand même confiante, mais elle est bien la seule. Les Italiens, eux, sont dans l'angoisse et l'expectative est plus rassurant. Nous parlerons tout à l'heure aussi du message du pape qui tire sa révérence. C'est juste après le tour de l'info de Mounir Soussi. Après 5 mois de détention au Togo, Loïc Le Floch-Prigent a regagné la France aujourd'hui. Accusé d'escroquerie, l'ancien patron d'Elf a bénéficié d'une évacuation pour raison de santé, mais reste toujours à la disposition de la justice togolaise. La mise en examen de Martine Aubry dans l'affaire de l'amiante pourrait être levée demain par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Entendue dans le cadre de fonctions qu'elle occupait dans les années 80 comme fonctionnaire du ministère du Travail, l'ancienne ex-première secrétaire du PS est confiante sur l'issue des poursuites. J'ai été très bouleversée par cette décision et cette convocation, mais depuis que j'ai rencontré le juge, je savais qu'aucune faute n'avait été commise et j'en ai maintenant la conviction. Rien au dossier ne peut m'être reproché. Les ennuis judiciaires s'éloignent pour la maire de Lille reçue à Matignon aujourd'hui. Elle affirme que son rôle d'élu local alimente sa réflexion nationale. Un message à tous ceux qui la voient hors jeu. 39 députés socialistes adressent un coup de semonce au gouvernement sur la question du non-cumul des mandats. Déjà la semaine dernière, le patron du PS Harlem Désir réclamait une entrée en vigueur dès 2014. Dans une tribune publiée par Le Monde, il plaide eux aussi pour une application dès l'année prochaine, une promesse inscrite dans le programme de François Hollande, alors que dans le même temps, les poids lourds du gouvernement évoquent la date de 2017 comme le recommande le Conseil d'État. Une reculade pour ces élus dont la plupart effectuent leur premier mandat à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre et sénateur Henri Keillavé est mort aujourd'hui. Ancien résistant, le parlementaire radical a été très actif sur les questions de mœurs et d'éthique. Dans le dessin du jour, Pétillon revient sur la rumeur de la présence d'un lobby gay au Vatican. Face aux soupçons, certains prélats préparent déjà leur alibi. Et pour notre club d'éditorialistes ce soir, en notre compagnie, il est écrivain et journaliste, éditorialiste à Valeurs Actuelles, François Dorcival. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Il est aussi écrivain et journaliste, directeur délégué. Vous faites une présentation. J'essaie de changer. Chaque année. C'est un bel avenir que vous me promettez. Alors, il est directeur délégué aussi de la rédaction du Nouvel Observateur. Claude Veil, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Sonia. Notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud, nous accompagne. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonia. Il est peintre, sculpteur et ce soir on le. Je ne parlais pas de vous. Vous êtes très agités, messieurs, ce soir. Ça va être compliqué. Il est peintre, sculpteur. Il s'est reconnu ce soir. On le reçoit en tant que dessinateur. Hervé Baudry, bonsoir.
Buonasera Sonia et buonasera a tutti. Nous allons évoquer la situation bloquée en Italie et ses conséquences pour l'Europe, sans oublier de parler aussi, c'est important, de la montée du populisme dans la péninsule. Mais d'abord, messieurs, les adieux du pape François d'Orcival. On a l'impression que ce matin, lors de sa dernière audience générale, Benoît XVI n'a jamais été aussi en forme, presque. Explicite, en tout cas. Explicite. Parce que, au fond, c'est dans ce dernier message qu'il a le mieux expliquer sa décision et ce qui serait désormais son avenir. Sa décision, c'est je conduisais cette barque, la barque de l'Église, la barque de Saint-Pierre, eh bien, il fallait qu'elle soit conduite d'une main ferme et je n'avais plus les moyens de le faire. Or, il faut bien se rappeler qu'avant d'être Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, lui, il a accompagné le pape Jean-Paul II jusqu'au bout, jusqu'à cette longue période de maladie et d'agonie, et il a vu, pendant cette période, se déliter le gouvernement de l'Église. Il ne voulait pas que la même chose arrive. Et il a ajouté des choses qui sont des références que nous connaissons. Il a dit, n'attendez pas de me voir désormais dans des cérémonies ou faire des conférences. Ou oui, des voyages, et des rencontres. Non, c'est ouais. Fini. J'accompagne l'Église par la prière. C'est une vraie retraite monacale. C'est une vraie retraite monacale. Alors, comme Nicolas Sarkozy. Claude Weiss, totalement de la vie publique. Soyons sérieux. Le pape a dit précisément, Dieu ne laisse pas couler sa barque même dans les eaux agitées. Ces eaux agitées, est-ce qu'il s'agit des scandales touchant la vie de l'Église? Est-ce qu'il s'agit de ce qu'il a connu ces derniers temps? Benoît XVI a eu un pontificat très compliqué. Il a eu à gérer des situations extrêmement délicates, qu'il a géré quelquefois avec courage et énergie. Je pense par exemple au scandale de pédophilie qui entachait l'image de l'Église, qu'il a géré avec beaucoup d'énergie, y compris contre les Syriens. Ça n'était pas toujours facile. Et puis après, il y a eu toutes l'histoire du secrétaire, le Vatilix, etc. Un climat de décadence, de bas-empire un peu qui régnait au sein de l'institution et dont il ne se sentait plus aussi probablement, au-delà de sa fatigue physique, dont il ne sentait plus la force de reprendre les rênes et de restaurer la puissance d'une institution qui a beaucoup d'éléments de faiblesse. François d'Orcival, est-ce qu'on peut dire que la souffrance aura été au cœur de la destinée de ce pape? Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. La souffrance, par rapport à sa foi, par rapport à sa mission, sûrement, puisqu'il a tout de même supporté une douleur vis-à-vis de l'extérieur. Il a supporté la vindicte, dans un certain nombre de cas, la haine tout simplement, de manière spectaculaire, par sans doute les positions qu'il prenait, mais aussi parce qu'il était le pape qui succédait à Jean-Paul II. Et donc, ces 8 années de pontificat auront été une véritable épreuve. Et je comprends, oui. Et nous comprenons d'autant mieux, d'une certaine façon, le fait qu'il ait renoncé. En tous les cas, le message peut-être inspire le président Hollande. Dieu ne laisse pas couler sa barque. Ça marche aussi pour le pédalo? Point d'interrogation. Je vous signale que pour ce qui est du président Hollande, il a expliqué très clairement que, vous le savez bien, la France n'avait pas de candidat à sa succession. Et ça vous a hérité ce trait d'humour, vous nous l'avez dit sur ce plateau. Oui, absolument. Alors, autre thème, mais on ne va pas aller très loin, on reste en Italie. C'est sûrement, Jean-Louis Gombault, le pire cauchemar des Italiens. C'est aussi l'angoisse des marchés et l'inquiétude un peu partout en Europe. L'Italie est ingouvernable, le temps s'est comme suspendu, le pays n'avait vraiment pas besoin d'un tel scénario. Alors, le scénario, la scène n'est pas finie. Donc effectivement, hier, les réactions ont été fortement négatives de la part de ce qu'on appelle les marchés financiers. Et puis aujourd'hui, ça s'est quand même relativement calmé. Je pense qu'il y a quand même peut-être, même à l'intérieur de cette crise politique, peut-être une solution politique qui peut être trouvée. Déjà, il y a des scénarios, un gouvernement technique ou bien simplement un gouvernement général, une sorte de Mario Monti 2 avec d'autres personnages qui sont d'ores et déjà cités. Mais il n'empêche que s'il n'arrive pas à sortir de cette crise politique, ça pose à l'Europe un problème tout à fait nouveau. Parce que jusqu'à présent, quelle était la question? La question pour la Grèce, pour l'Espagne, pour l'Irlande, ça a été est-ce qu'ils ont les capacités financières
de régler les problèmes. On va leur aménager un calendrier financier. On peut rappeler que l'Italie est au milieu du gué avec une dette qui dépasse les 127% du PIB. Elle n'est pas au milieu du gué, elle est presque au fond du trou. C'est-à-dire que le je voulais être optimiste. On est sur 120% d'aide du pourcentage du PIB. Non, on a une situation qui est extrêmement grave, même si Mario Monti l'a quand même largement atténué, comme on l'a vu, avec le rapprochement des taux d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, on avait un problème financier, un calendrier financier. Là, la question italienne qui est posée, c'est le problème politique. C'est-à-dire, est-ce que, supposons que l'Italie aille vers le mécanisme européen de stabilité pour demander de l'argent. Dans les statuts du mécanisme européen de stabilité, dans le traité qui a été signé, il n'y a pas de chèques en blanc qui sont signés. Il faut que le pays demandeur fasse un certain nombre de réformes de façon à pouvoir obtenir le secours qu'il demande. Or, s'il n'a pas cette capacité politique, tout le système qui a été mis en place pour sauver l'euro s'effondre. Et Hervé Baudry croque le divorzio all'italiana, la botte. De la population avec ce monde politique. Justement, Claude, oui. Alors, la fourmilière. Oui, justement, c'est ce que dit Hervé Baudry. Les Italiens ne veulent plus, ne peuvent plus aller plus loin, semble-t-il. C'est un rejet, comme on l'entend, comme l'a dit notre invité tout à l'heure politique, Pierre Laurent, c'est un rejet de la rigueur, de l'austérité. C'est absolument vrai. Pierre Laurent a eu raison de rappeler d'abord que Mario Monti avait été nommé. Il n'a pas été choisi par les électeurs, ce qui était déjà un symptôme grave de dysfonctionnement d'une grande démocratie qui fait partie des 6 fondateurs de l'Europe. C'est une situation extrêmement compliquée parce qu'au fond, il y a historiquement des liens très compliqués, très relâchés, très distendus entre le peuple italien et son État central qui inspire une confiance limitée. L'État en Italie est considéré un peu comme un grand machin qui ne fonctionne pas avec des soupçons de corruption, etc. Marche bien. Et oui, donc pour un ultralibéral comme vous. Mais François Darciva. Mais le fait est que la crise a ajouté à cette situation endémique de l'Italie une crise de confiance profonde. C'est pour ça que Monti a été nommé. C'est parce qu'il a été nommé, rappelons-le, pour faire le boulot que aucun parti politique ne voulait faire parce qu'il n'y avait que des coups à prendre. Et dans un premier temps, ça a assuré à Monti une relative, l'époque Super Mario, vous vous en souvenez, une réelle popularité parce que lui, enfin, s'attaquait au boulot alors que les autres laissaient filer, y compris Berlusconi, etc. Et puis aujourd'hui, les Italiens, ce qu'ils signifient en fait, c'est qu'ils n'y croient plus. Qu'ils ne croient plus que la classe politique ait tout simplement la capacité d'affronter les difficultés, qu'ils aient les solutions aux problèmes de l'Italie. Il y a un sentiment que le système politique s'abandonne, il y a un véritable délitement du contrat démocratique, et c'est un phénomène qui risque d'être contagieux. Il y a quelques mois, la Grèce était dans la même situation. Absolument, et c'est un problème qui risque de gagner d'autres pays. Les peuples ne croient plus que leur gouvernement est la solution. Oui, bon, bien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on regarde la Grèce. Et en Grèce, nous avions l'équivalent de Bébé Grillo, qui lui n'est pas élu, mais qui a un grand nombre d'élus, son équivalent, Tsipras, qui était en gros le Mélenchon grec. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que il a fait pchit? Est-ce qu'il a sorti la Grèce de l'euro? Surtout pas. Est-ce que l'on a vu la situation de la Grèce exploser? Pas du tout. On a vu au contraire que on a nommé en effet Mario Monti à la tête de l'Italie, comme Mario Draghi à la présidence de la Banque Centrale Européenne. L'affaire de l'euro a été calmée, elle repart aujourd'hui. Mais attendez, les vagues qui ont agité hier les bourses du monde entier ne se sont pas reproduites aujourd'hui. L'Italie a emprunté hier près de 8 milliards d'euros d'emprunt donc, et son emprunt, elle lui a coûté 4,88% contre 4,20 la semaine dernière. Ça veut dire, c'est vrai, il y a un écart qui coûte de l'argent, enfin ça n'est pas la révolution. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, la situation italienne paraît bloquée, mais les Italiens sont heureusement des Italiens, et donc à un moment donné, ils vont trouver je ne sais quel compromis, ou bien ils retourneront aux urnes. Mais alors Jean-Luc Gombault, expliquez-nous ce titre inquiétant des Échos. L'Italie ravive le spectre de la crise européenne. On nous dit qu'avec le risque italien, c'est tout l'édifice de soutien à la zone euro qui est fragilisé. Est-ce que c'est le cas? Parce que la Commission européenne, ce soir, elle se dit confiante. Tout va bien, mais ça, Madame la Marquise. Elle le dira demain, après-demain, etc. Elle est payée pour être confiance. C'est pas... si vous imaginez que Mario Monti dit... Mario Monti, pardon.
Si Barroso disait j'ai vraiment plus confiance dans l'Italie, c'est pas possible. Non, effectivement, il y a différence quand même avec la Grèce et l'Espagne. C'est que est sorti des urnes, c'est vrai, démagogie, ultra-gauche, etc., mais est sorti des urnes une alliance politique. C'est-à-dire, il y a un gouvernement en Grèce. À la Chambre. Il y a... En Italie. À la Chambre d'Italie. Oui. À la Chambre. Parce que le problème, c'est le Sénat. Oui. C'est qu'il faut aussi avoir la confiance du Sénat. Justement. Et en Grèce, ils ont un gouvernement. Oui. En Espagne, ils en ont un. Oui. En Italie, il n'y en a pas apparemment aujourd'hui possible. Et c'est ça le problème quand Sonia nous dit, mais tout le système, évidemment, repose sur le fait qu'il existe des gouvernements capables de mettre en branle. Et pourquoi c'est un spectre pour l'Europe? La France, par exemple, les banques françaises ont 250 milliards d'euros dans l'économie italienne, dont 60 milliards d'euros d'obligations publiques italiennes. Donc pour elles, c'est quelque chose, surtout pour les banques françaises, extrêmement important, bien plus important que leur relation avec la Grèce ou avec l'Espagne, et encore moins avec l'Irlande. Alors la commedia dell'arte vire à la commedia della politica avec Silvio et Beppe. Justement, les Italiens ont plébiscité le populiste Grillo en rappelant le vieux briscard, aussi revenu de tout, Berlusconi, en humiliant l'artisan des réformes Monti. Claude Weil, si on additionne les voix des berlusconiens, si je puis dire, et des Grillini, les partisans de l'ancien comique, donc, toutes ces voix atteignent ensemble de 50% des suffrages. Est-ce que c'est la victoire des populismes? C'est la victoire du nonkisme, c'est-à-dire le sentiment que n'importe lequel ferait aussi bien l'affaire, de toute façon ils sont tous nuls. C'est ça l'opinion dominante en Italie actuellement. Et encore une fois, Bersani était considéré comme le candidat de la raison, voilà. Mais les gens ne... Avec un charisme proche de zéro, disent les Italiens. Avec peu de charisme, mais du sérieux. Mais le problème, c'est que les gens ne croient plus. On leur dit, voilà, nous avons une période difficile à traverser, il va falloir faire des sacrifices, nous allons essayer de mettre les comptes d'équerre, etc. Tout le monde va se serrer la ceinture, mais derrière, à la sortie, le pays ira mieux, sera plus fort, etc. Les gens n'y croient plus tellement. En fait, c'est ça qui est en train de gagner l'Italie et qu'on a vu dans d'autres pays. Alors, dans chaque culture nationale, ça se manifeste par des formes différentes. Mais en Espagne, le gouvernement est tout aussi impopulaire. Et en France, si le regretté Coluche était encore vivant, je vous assure qu'il serait aujourd'hui à 25% dans les intentions de vote. Dans les intentions. Dans les intentions de vote, pas dans les urnes, dans les intentions de vote. Parce qu'il y a ce même sentiment un peu partout en Europe que l'Europe est en train de perdre la maîtrise de son destin, que personne au fond n'a la solution. Oui, mais en même temps, ce que l'on voit et qui est assez pathétique, c'est que le chef de la coalition de centre-gauche, donc Bersani, que fait-il? Il court derrière le clown Beppe Grillo, donc derrière ses élus, pour essayer de sauver, ce soir, hein. bien sûr, pour essayer de sauver je ne sais quelle combinaison au Sénat, pour pouvoir compléter la coalition qui conduit à la Chambre. Un gouvernement fragile, bricolé. Mais il n'empêche. Les Italiens ont un génie de l'ingénierie, donc ils vont trouver moyen de bricoler quelque chose qui ressemble à un gouvernement. Mais ça sera un gouvernement au rabais, un gouvernement faible, un gouvernement toujours soumis aux foucades et aux aléas de la politique et qui peut être balayé aux premières difficultés. C'est vrai, mais il n'empêche qu'au moment le pire de la crise, où Berlusconi ne savait plus où il en était, les Italiens ont été capables de suivre un gouvernement dont le président du Conseil était nommé. Ça s'est passé en Italie. Bizarrement, moi je suis encore plus inquiet de la résurrection inattendue, même le pape n'aurait pas réussi une chose pareille, de ce bouffon siliconé de Berlusconi dont la gestion a été absolument calamiteuse quand même. Calamiteuse. À la fin, non, mais à la fin, s'il est débarqué, c'est quand même parce qu'il est débarqué, et après, et ne parlons pas de ces scandales sexuels, etc., qu'aujourd'hui, il soit l'incarnation de la droite italienne, et réussite un score de combien, 29%, ça, je contre 29,6 pour Bersani, la centre-gauche. Si je vous ai bien entendu, vous avez comparé Silvio Berlusconi à une momie, et Hervé Baudry, il compare Grillo à... Il trouve qu'il a des faux airs de Roland Magda. Oui, il ressemble, on parlait d'humoriste, et tout à l'heure, en réfléchissant, avec sa barbe de 3 jours et tout, c'est quasiment le même... J'avais posé la question à Pierre-Laurent tout à l'heure de savoir si justement Grillo avait des faux airs, en tous les cas dans son discours. C'est un excellent tribun avec Jean-Pierre, avec Mélenchon. Non, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Parce que c'est un tribun, c'est un humoriste, voilà, il dégage beaucoup. La question, c'est que il a donc 150 élus. Bon, ces élus, comme vont-ils le suivre? Parce qu'ils sont élus, mais ils n'ont pas de chef.
là où ils sont, à la Chambre et au Sénat. Et au Sénat, il y en a quand même 54. Et savez-vous que ces élus ne sont pas des professionnels de la politique, ce sont des dentistes, ce sont des professeurs. Vous avez tout à fait raison. C'est peut-être une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront dans le bain? Naturellement, ils vont vouloir y rester. Et c'est là où nous sommes en Italie. Parce que les idées quand même qu'ils expriment sont assez simples. Disons simplement la pureté ou disons le balayage des personnes corrompues. Il n'y a pas de. C'est très très bien. Non mais il n'y a pas de. Oui non mais je veux dire il n'y a pas d'idée politique sérieuse. Sous le vernis. Enfin j'en ai pas lu en tout cas. Le vide. Oui. Absolument. Bon. Messieurs, on va passer à présent, comme chaque mercredi, on va prendre un peu plus de temps sur la revue de presse des hebdos, à retrouver donc demain dans vos kiosques. Et on va commencer par le Nouvel Observateur, avec une sage couverture cette semaine, et qui ne devrait pas vous créer des ennuis, cher Claude Veil, avec ce titre, La vérité sur ce que vous mangez, donc 10 conseils pour mieux choisir, mais c'est justement, Claude Veil, puisque vous êtes avec nous ce soir, l'occasion d'évoquer la condamnation de votre hebdomadaire, le Nouvel Observateur, condamné pour avoir publié les bonnes feuilles du roman de Marcella Yacoub sur sa liaison avec Dominique Strauss-Kahn. Vous allez devoir publier un encart, donc j'imagine que c'est pour la semaine prochaine. Ouais. Voilà, une publication judiciaire sur la moitié de votre une, avec le recul. Est-ce que vous regrettez cette une? Je regrette deux choses. Je regrette sincèrement deux choses. La première, c'est que ça a manifestement choqué, blessé un certain nombre de gens qui nous lisent depuis des années, qui aiment l'Observateur et qui ne nous ont pas compris. S'ils ne nous ont pas compris, vous avez reçu beaucoup de courriers? Bien sûr. S'ils ne nous ont pas compris, c'est que nous sommes mal exprimés. Et probablement, dans la manière, on aurait pu faire mieux. Dans la façon de traiter le sujet. Le sujet en soi était tellement fort qu'il occupe la scène politique française depuis 8 jours. S'il n'avait pas été dans l'Observateur, ça aurait été exactement la même chose. Ce livre en soi était une bombe qui de toute façon aurait explosé avec ou sans nous. La deuxième chose qui me met un peu mal à l'aise, c'est comment dire. Je ne pensais pas avoir à recevoir des leçons de morale de Dominique Strauss-Kahn. Je trouve que Claude Veil a très bien résumé dans sa deuxième remarque l'essentiel. Claude Veil, parce que tout de même, je dois dire que Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, condamnent Marcella Yacoub, qu'ils connaissent par cœur, comme ils le font aujourd'hui, ça a un côté tout à fait indécent. Voilà. Claude Veil, est-ce que vous regrettez d'avoir écrit quand même que c'était un bon livre? Vous avez péché, là. Moi, je n'ai pas écrit que c'est un bon livre. Je pense que, alors, d'abord, c'est un bon livre, c'est surtout un livre très fort. C'est surtout un livre extrêmement. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre. J'ai lu les bonnes feuilles, ça m'a suffi. C'est un livre extrêmement fort et qui pose de réelles questions et qui donne des réponses extrêmement à la Yacoub, c'est-à-dire provocatrices. On peut les juger scandaleuses, mais nous, on n'aime pas le ministère du vice et de la vertu. On n'est pas là pour censurer les livres qui nous paraîtraient scandaleux. Alors, toujours est-il qu'il y a quand même un tout petit paradoxe dans la décision. Je respecte, la justice, ils vont payer, etc. Je vous passe les formules rituelles. Mais je trouve qu'il y a quand même une situation un petit peu étrange où nous sommes en effet, comme vous l'avez dit, condamnés pour avoir publié des extraits d'un livre qui, par ailleurs, et dans toutes les librairies, qui n'est pas interdit, qui n'est pas un livre maudit. Donc tout le monde peut l'acheter, le lire, etc. Donc nous, on est condamnés pour publier un livre qui n'est pas interdit. Je trouve là quand même, du point de vue de la logique démocratique, de la liberté d'expression, il y a un truc qui me chiffonne, moi. Non, pas tout à fait quand même, là cher Claude. Si, non, c'est pas le fait de publier le livre, c'est le fait d'avoir dit mon histoire avec DSK. C'est d'avoir non, c'est sur le... Mais pas du tout, c'est sur l'ensemble du dossier. C'est sur le fait d'avoir publié les bonnes feuilles et l'interview de Marcella Yacoub. C'est pas sur un titre, si nous sommes condamnés. C'est sur l'ensemble du traitement. Mais on va mettre tout le monde d'accord. Mais excusez-moi, alors on fait le béaba en donnant le nom de DSK. Si vous avez lu le livre, c'est transparent, la deuxième ligne, on sait de qui il s'agit. En demandant à Marcella Yacoub de préciser son propos et en lui demandant de clarifier ses intentions, là on a fait absolument notre métier de journaliste, je n'ai rien à retirer à ça. On va mettre tout le monde d'accord avec le choix, d'Hervé Baudry, un bon bouquin, vous le voyez à l'image. Je finis ma revue de presse avec l'Express qui titre sur tapis Sarkozy des liaisons dangereuses. L'hebdomadaire revient sur l'arbitrage de l'affaire dite Adidas qui a opposé le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie. Le point à présent est ce titre, le louvoyeur
à propos du président Hollande, des coupes budgétaires par ici, des petits cadeaux par là et des impôts partout, selon Le Point, qui pose cette question, habileté ou laxisme. Élément de réponse dans votre hebdo et valeurs actuelles que nous a gentiment apporté François Dorcival. Et on finit avec l'Église. Quelle Église maintenant? La question est posée avec ce grand point d'interrogation à découvrir dans Valeurs actuelles. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. Belle soirée. À demain. Avec plaisir, bien sûr. Depuis la fondation de SOS Racisme, Harlem Désir court avec une poignée de copains. Je suis étudiant en histoire. Dès son apparition sur la scène publique, il fait preuve d'un talent, d'un charisme qui en font un porte-parole idéal. Il a tenu ses promesses en faisant une belle carrière, même si certains lui reprochent justement son manque de charisme. Alors, y a-t-il une manière de faire de la politique quand on est jeune? Quels sont les thèmes et les discours qui permettent d'émerger? Et comment se comporter à leur début les leaders d'aujourd'hui? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les jeunes pousses d'hier et d'aujourd'hui, avec nous 4 invités. Anne Muxel, sociologue et spécialiste des comportements politiques des jeunes. Virginie Martin, politologue. Vous vous intéressez à l'innovation politique au sein du think tank Different. Et on verra avec vous si les jeunes sont novateurs. Claude Posternac, communicant, pour analyser les discours et le style de ces jeunes. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par revenir sur les premiers pas médiatiques de quelques personnalités bien connues aujourd'hui. Vous allez voir que certaines ont pas mal changé. Comme le souligne le psychologue spécialiste des comportements Pascal de Sutter au micro de Marie Lebon, on commence par la première télé de Nicolas Sarkozy. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on ne m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR. Donc ce qui est intéressant chez le jeune Nicolas Sarkozy, c'est qu'on voit déjà les éléments de son succès. Il y avait déjà cette énergie, cette volonté, et même une partie de cette nervosité qui était présente. Donc c'est intéressant de vraiment voir le potentiel de Nicolas Sarkozy qui était là et qui vraiment n'a fait que s'accentuer avec évidemment, et c'est comme toujours quand on vieillit, il y a à la fois nos qualités qui se développent mais aussi nos défauts. Il avait beaucoup moins de tics à cette époque-là, il avait été probablement un peu plus reposé, il avait une vie moins stressante, il n'avait pas tout l'épuisement qu'il a connu. Le premier souci des jeunes, c'est le travail. À quoi sert l'école si elle débouche sur le chômage? À cet égard, l'héritage de la droite est énorme. Plus de 2 millions de chômeurs, surtout des jeunes, et en particulier des filles. L'une des priorités de François Mitterrand, c'est la lutte contre ce chômage. Et les effets de cette lutte commencent à se faire sentir. Mais il faut aller plus loin. Il faut que le chômage commence à régresser. Il faut que les jeunes, entre 16 et 18 ans, aient une formation, aient une qualification professionnelle, une formation grâce à des centres d'orientation, grâce à une formation diversifiée. Alors le contraste est vraiment saisissant parce que c'est très faible, je dirais. Je ne veux pas dire que c'est nul, mais c'est pas tellement loin. Parce qu'il y a de nombreux problèmes. D'abord, on voit que c'est un texte appris. Il doit régulièrement retourner, on voit ça avec les yeux, le regard qui descend vers le bas, à gauche pour nous, donc à droite pour lui, pour aller chercher. C'est un regard qui va chercher les souvenirs, donc les souvenirs du texte qu'il a essayé d'apprendre et qui probablement il ne maîtrise pas suffisamment. Donc il est encore dans une récitation. Alors que Nicolas Sarkozy, probablement c'était aussi un texte appris, mais il a pu y mettre de la spontanéité. Il y a aussi des petits défauts de prononciation, qui d'ailleurs sont encore toujours un petit peu présents, mais qu'il a beaucoup travaillé. Il y a aussi, on voit à ce moment-là, qu'il n'est pas à l'aise, qu'il est timide, qu'il est un peu emprunté. Son visage
à une forme d'anxiété. Il n'avait vraiment pas l'habitude, il était jeune, mais c'est intéressant de voir que chez Nicolas Sarkozy, il y a d'autres émotions, mais certainement pas de l'anxiété. Donc c'est vraiment intéressant de voir que par contre Manuel Valls, il y a eu un travail énorme derrière, et aujourd'hui, on voit vraiment un nouveau Manuel Valls par rapport à celui de l'époque. Vous êtes le Benjamin de la nouvelle Assemblée, puisque vous avez 27 ans, vous avez été élu député de la 4e circonscription de la Sarthe, et dès le premier tour. Nous allons revenir, si vous le voulez, sur la campagne. Qu'est-ce que ça peut apporter, la campagne, à un jeune comme vous? Vous savez, une campagne électorale, c'est un moment privilégié de contact avec une circonscription, mais c'est aussi un peu une période irréelle. Vous avez beaucoup d'amis qui surgissent de partout pour vous aider. Vous avez des thèmes à défendre sous les préaux d'école. C'est quelque chose d'irréel, et c'est en même temps un des temps les plus forts de la vie politique. On voit qu'il y a quand même chez lui une forme de retenue, timidité, qu'il a d'ailleurs toujours, et une espèce de pudeur. À la fois, c'est quelqu'un qui aime bien être en public, qui aime bien diriger, mais c'est quelqu'un qui a une espèce de pudeur. C'était déjà présent à ce moment-là. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir qu'à l'époque, pour se donner une contenance, et c'est aussi peut-être un peu son côté vieille France, il y avait cette façon de parler privilège, il parlait un petit peu, on aurait entendu Giscard d'Estaing, il était visiblement influencé par ces gens-là. Et un style comme ça qu'il se donnait, une contenance, et qui font un petit peu ridicule aussi, parce qu'on s'attend à ce qu'un jeune, même si c'est un jeune bourgeois, bon chic, bon genre, qu'il ait un petit peu plus de dynamisme et d'authenticité, ce qu'avaient davantage les autres que nous avons vus précédemment. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. Je pense qu'il y avait une certaine fraîcheur qu'elle a un peu perdue malheureusement. Je trouve ça dommage. Je crois que toutes ces années de lutte et peut-être de difficultés qu'elle a vécues l'ont rendue beaucoup plus dure dans son expression faciale, dans sa manière de poser la voix. Là, il y avait encore, on dirait, une espèce d'enthousiasme et une certaine fraîcheur qui était très positive. On voit déjà une certaine facilité avec l'image. Je dirais par rapport aux autres jeunes qu'on a vus, c'est peut-être elle qui est la plus à l'aise alors qu'elle a juste 24 ans. Voilà, alors comme quoi c'est encourageant pour les jeunes qui ne sont pas de grands orateurs, comme Manuel Valls, ils peuvent faire des progrès. Alors il y a deux explications possibles, soit finalement tout ça c'est que de la com, ou alors c'est qu'on n'a pas besoin d'être un grand orateur pour faire une carrière en politique. Claude Posternak, vous en pensez quoi en revoyant les débuts parfois laborieux de ces jeunes? C'est assez étonnant, mais il faut les resituer à chaque fois dans leur contexte. D'abord, Sarkozy intervient en 1975, il intervient dans un endroit particulier, c'est Nanterre. Nanterre, c'est quand même le lieu où a démarré le 22 mars en 68. Et tout de suite, il se met dans une position, alors que la droite est au pouvoir, d'opposition. On a l'impression que c'est un opposant. Et il s'oppose à quoi? Bien évidemment à un marxisme apparemment dominant. Et il est déjà dans une préfiguration de ce qu'est la rupture. On sent que ce qui va l'incarner après la rupture, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Manuel Valls, lui, il est en 82, ça fait un an que la gauche est au pouvoir. Et si on fait un petit jeu, vous changez le mot de Mitterrand, le nom de Mitterrand, par le mot de Hollande. Vous rajoutez 1 million de chômeurs, aux 2 millions, vous en mettez 3, vous reprenez ça, ça marche totalement aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que son intervention a 30 ans. Et que pour que Manuel Valls existe dans la politique française, il a fallu 30 ans. Ça lui a laissé le temps de faire beaucoup de progrès. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais alors en même temps, on voit aussi, alors ces débuts, c'est toujours assez amusant parce qu'on prend souvent évidemment ceux des personnalités qui ont émergé, mais on voit bien qu'il y a quand même des grandes différences. On dit souvent les politiques, ils viennent tous du même endroit, ils sont tous faits dans le même moule, mais on voit quand même qu'il y a des débuts et des styles très très différents. Il n'y a pas forcément une voix royale ou un style, on va dire, dominant. Du moins, on a l'impression, est-ce vraiment le cas de Muxel, ou alors est-ce qu'il y a peut-être justement des choses qui nous échappent, des points communs qui nous échappent? Ce qui est très frappant, enfin, ce qui m'a en tout cas frappé dans ces quatre extraits, c'est la permanence de ces trajectoires. Finalement, ils ne sont pas très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est cette grande permanence. Et je rejoins ce que vous venez de dire. C'est le fait qu'il faut beaucoup de temps à la fois pour construire une trajectoire, mais que cette trajectoire se construit à partir d'un engagement inaugural
où je dirais bien des choses déjà sont en place de ce qui fera effectivement cette trajectoire politique. C'est-à-dire l'enthousiasme, l'engagement, la volonté, l'affirmation, certes pour certains encore un peu timide, mais l'affirmation d'une certaine posture d'autorité, c'est assez marquant en tout cas chez le jeune Fillon, qui déjà se pose presque en vieux de la politique. C'est sa première télé, mais quand on regarde le journaliste voilà, comme ça... Et tout est déjà en place. Simplement, il va falloir l'épaisseur du temps long, effectivement, du temps long en politique nécessaire pour que un candidat s'affirme, un candidat puisse être élu et exister au sein du paysage politique français. Alors, sur les thèmes, on voit qu'ils sont quand même très souvent interrogés sur la question de la jeunesse. Ils sont un peu, on a l'impression qu'ils sont un peu comme ça cantonnés à la réponse, nous les jeunes, on pense que, etc. Et c'est souvent, les jeunes ne parlent d'ailleurs que de la jeunesse en politique. Est-ce que c'est finalement un atout pour eux ou au contraire un problème pour acquérir de la légitimité? C'est peut-être pour ça qu'ils mettent autant de temps à émerger, parce qu'ils sont cantonnés au sujet de la jeunesse, Virginie Martin. Oui, enfin, avant de peut-être revenir à ces sujets, effectivement, sur lesquels on les fait beaucoup intervenir, moi, ce que je trouve surtout dans ces 4 extraits, et là, il y a une permanence, mais avec une petite nuance par rapport à ce que vient de dire Anne Muxel, ou un rajout en tout cas, je trouve que quel que soit le style de ces 4 personnages et personnalités politiques qu'on connaît très bien aujourd'hui, il y a véritablement une intégration déjà des marqueurs et des codes de communication politique, des codes du marketing politique chez Sarkozy. C'est très fort, évidemment. Je trouve qu'il y a déjà des langues de bois qui se mettent déjà très très bien en place. Ah bon, chez qui? Fillon est assez classique, je trouve, là, dans ce rôle-là. Je le trouve plutôt assez bon, déjà, en langue de bois. Valls, effectivement, a bien appris sa leçon. Il y a déjà les marqueurs, en définitive, d'une politique que l'on va voir se dérouler malgré la jeunesse de ces gens, de façon excessivement classique, déjà vue 100 fois. Il y a, je trouve, quand même assez peu de renouvellement. On ne sort pas tellement, finalement, du chemin que les anciens ont déjà tracé, comme si on avait déjà intégré à la fois les codes de fond et les codes de forme. D'accord, vous ne les trouvez pas, pour le coup, en rupture avec leurs aînés. Ils singent les aînés plus qu'ils ne s'en démarquent. Je trouve qu'il est singe, en effet, plus qu'il ne s'en démarque. Oui, Denis Bertrand? Oui, c'est-à-dire que ce sont des rituels initiatiques. Là, on les voit dans des séquences d'initiation. Leur première télé. Du coup, on imite les vieux, alors. D'une part, ils sont amenés à revêtir l'habit d'un code et à intégrer ce code. Et donc, il y a une espèce d'apprentissage pour entrer dans l'habit de la fonction, d'une part. Et d'autre part, peut-être que c'est à cause de cette codification-là, très formelle. Ça fait émerger des traits de personnalité, ou des traits de différenciation, des traits singuliers. Et moi, ce qui me frappe évidemment, c'est que le charme de cette vision, c'est qu'il y a un effet de rétrolecture. C'est-à-dire qu'on interprète ce qu'ils étaient à partir de ce qu'on sait qu'ils sont devenus. Et donc on projette dessus, et on dit, ah oui, il avait déjà ce truc-là, ah il avait déjà, oui, il n'avait pas encore, etc. Et donc il y a toute une sorte de lecture que l'on fait qui est sympathique et intéressante. Et c'est vrai, moi qui m'inspire que le fait que c'est vrai que ces marqueurs-là de la différenciation sont sans doute les plus nets dans ceux qu'on a vus chez Sarkozy. Le côté musclé de la parole, le côté affirmation d'indépendance. Je suis dans un parti qui laisse de la marge. Différent par rapport au code et par rapport aux autres. Voilà, par rapport à ce que disait Virginie Martin, lui, il rompt les codes. Il émerge nettement. Il innove. Alors pour finir, sur les débuts pas toujours faciles des leaders d'aujourd'hui, je voulais vous montrer 2 autres extraits assez savoureux. Alors le premier concerne François Baroin, dont le père, un directeur de cabinet de 2 présidents de l'Assemblée nationale, était une figure des années 70-80. Donc à l'époque, le reportage est sur le père. Mais comme l'actualité traite d'une tragédie, la mort du jeune manifestant Malik Oussekine, eh bien la caméra pénètre dans la chambre du fils. François, t'es là? Ah bon, maintenant je vais monter le réunion. Merci, la bonne surprise. Vous étiez à la manif hier, non? Non, personnellement je n'étais pas. Pourquoi? Parce que justement, moi je trouve ça très triste, effectivement, la disparition d'un jeune comme ça, mais je me sentais pas tellement concerné par la manifestation. Vous en avez discuté tous les deux avec votre père? On se voit beaucoup, on discute de beaucoup de choses, mais c'est toujours par petits bouts, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et ouais, effectivement, on discute un peu de tout ça. On avait discuté tout au début, autour du 25. Moi, je vous dis ce que je pense, ça. Mais je vous dis ce que moi, j'aurais répondu par la fête. Parce que
Je crois qu'il y a dans le fond de cette affaire-là deux éléments, n'est-ce pas? Il y a une jeunesse qui est pleine d'espérance, qui est à la recherche d'une échelle de valeur. Salut camarade. Merci de ta visite. Voilà, bon, c'est surréaliste, hein. Avec Snoopy dans le fond, ça fait jeune et décontracté, mais quand même, hein, il s'arrange avec son air à l'aise pour ne pas répondre à la question est-ce qu'il en a parlé avec son père ou pas. Donc il a une certaine aisance, une aisance qu'on retrouve chez une autre jeune femme tombée elle aussi dans le bain de la politique quand elle était toute petite, hein. Petite fille et arrière-petite fille de politique, Nathalie Kosciusko-Morizet face à l'ex-premier ministre Raymond Barre. Il faut quand même que je précise que cette charmante jeune femme a fait Polytechnique, l'école des eaux et forêts, et qu'elle a été à l'Élysée la spécialiste des questions de l'environnement. Dans tout ce que vous avez dit, il y a évidemment beaucoup de sujets qui ont accroché mon oreille. Et peut-être le premier, c'est quelque chose que vous avez dit au tout début. Vous avez dit qu'en 25 ans, la France avait progressé et qu'elle avait progressé dans sa compétitivité à l'international. Et qu'en revanche, la situation s'était aggravée pour ce qui concernait l'exclusion et surtout le désintéressement de la vie politique. C'est un étrange paradoxe qui ne peut pas laisser indifférent. Dans les années 70, on essayait de quantifier le bonheur. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on n'a pas poursuivi des politiques, poursuivi des objectifs qui n'étaient pas ceux finalement qui intéressaient les gens? Et au total, quels sont